Bonjour. Bonjour. Alors, on a cours aujourd'hui et demain. Alors, demain, c'est aussi 1h30, hein, c'est ça, hein? Oui. Ok, d'accord. J'étais pas sûr. D'accord. Et donc, tous les lundis jusqu'au 9, probablement, ou la semaine, ou le 2. Ouais, un peu avant, pas jusqu'au 9 Le, parce qu'après le... le 9 je suis en épreuve de bac, donc Ah, ok, d'accord. Ça commence le 9. Je n'étais pas sûr des dates. D'accord. Donc, le 2 juin, alors. Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, on va donc finir sur ce qu'on avait Et tous fait. les lundis, c'est de quelle heure à quelle heure du coup? Alors ta mère, elle a posté sur WhatsApp 13h, 13h pendant 1h30, donc jusqu'à 14h30. Bah oui, mais moi je fais comment pour manger parce que j'ai cours à 15 heures après. Ah, bah faut voir avec ta mère, parce que c'est elle qui a proposé ça. Moi, j'ai dit d'accord. Donc Ok. faut voir avec elle. Moi, je Ok. m'adapte. Il y a pas de problème. Moi, je m'adapte. Là, je suis assez libre, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais le truc c'est que moi je suis surchargée, j'ai même pas le temps de réviser mon bac là, donc Bah, je... faut voir avec elle. Ouais. À un moment faut peut-être arrêter. Enfin... Mais oui, ok, je vais voir. Alors, on va commencer, donc, enfin, on va continuer notre cours sur la justice et on va revenir sur une autre notion, comme avait indiqué ta mère sur le WhatsApp. Donc, ce sera une des notions que tu n'as pas encore vues. Oui. Et ensuite, on verra pour la suite. Euh, la... Alors, la dernière fois, on s'était arrêté au grand 2, la justice comme égalité des droits. Mhm. On avait pratiquement fini le grand A. À la fin, on nous manque un peu de temps, donc je suis allé un peu vite. Et le grand A, c'était ce qui fait la justice, c'est l'égalité. Mhm. Et ici, euh, j'avais donné comme référence celle d'Aristote, qui pour lui, la justice, elle s'incarne dans la notion d'égalité. Mhm. Et on pourrait faire une première classification chez Aristote, où il va distinguer trois formes de justice. On avait dit une première forme qui est une justice dite commutative, Mhm. rela- donc relative aux échanges, donc sur toute forme d'échange, ça peut être des échanges commerciaux, comme des échanges, euh, je sais pas moi, des droits d'auteur par exemple, etc. Ensuite, une justice dite distributive, pardon. Oui. Une justice distributive, et là c'était en ce qui concernait euh, la répartition des honneurs. C'est-à-dire quelqu'un, un soldat qui s'est bien engagé dans le champ de bataille, qui s'est démarqué des autres, bah, il va avoir les honneurs, il va avoir une médaille, il va avoir voilà, les honneurs de la cité. Et ensuite, une dernière qui est la justice relative aux sanctions, Mhm. sanctions pénales. Et dans chacune de ces trois catégories de justice, dans chacune de ces trois aspects de la justice, véhicule pour Aristote cette notion, ce sentiment d'égalité. Cette notion d'égalité est fondamentale dans chacune des trois parties. Ok. Alors, dans les premiers temps de cette justice égalitaire, on était encore au balbutiement de cette réflexion, et aujourd'hui, jusqu'à nos jours où elle est devenue un peu plus précise. Et on a un auteur, j'avais donné le cas avec référence d'Alain, auteur du siècle dernier, dans son ouvrage Éléments de philosophie. Euh, donc j'avais donné la citation. Pour lui, la justice, c'est l'égalité. Je n'entends Ok. point par là une chimère qui sera peut-être quelque
jour, j'entends ce rapport que n'importe quel échange juste établi aussitôt entre le fort et le faible, entre le savant et l'ignorant, et qui consiste en ceci que par un échange plus profond, entièrement généreux, le fort et savant veut supposer dans l'autre une force et une science égale à la sienne. Ce sentiment est Mhm. l'âme des marchés, le gain égal dans les échanges est ici la règle suprême. Alors, bien entendu, ici, on réfléchit toujours en termes d'idéal. Ici, c'est un idéal de justice euh, sur lequel on réfléchit, mais il est vrai que dans la réalité, euh, parfois, on ne suit pas à la lettre euh, cette, euh, cette, euh, cette volonté de justice. Ici, le but, c'est de faire en sorte que tout autant le faible que le fort, ben, il soit dans cet échange considéré de manière égale. Que le savant, par exemple, il doit admettre que la personne qu'il a en face de lui, même si elle est moins instruite que lui, il doit le considérer comme son égal. C'est ça, Mhm. le but derrière le but de cette philosophie aristotélicienne et ensuite chez Alain. Ok. Dans l'échange, on doit avoir un sentiment d'égalité. Et on doit considérer l'autre comme son égal. C'est la même chose aussi dans des rapports entre entreprises. Quand on a une grosse entreprise qui commerce avec une petite entreprise, une autre entreprise, une petite entreprise, bah, à ce moment-là, il doit y avoir aussi un sentiment d'égalité. Mais, comme je l'avais dit, ce sentiment d'égalité était encore cette notion d'égalité, c'était une notion qui n'était pas encore très élaborée pour l'époque euh, grecque. Et il a fallu attendre réellement le christianisme pour voir se mettre en place une égalité, qu'on pourrait dire, un peu plus aboutie. Ça, j'en en parlerai plus tard, tout simplement parce que désormais, avec le christianisme, on est tous égaux devant Dieu. Alors qu'auparavant, encore durant l'Empire romain, et surtout durant l'Empire romain, les empereurs ne se considéraient pas du tout comme l'égal d'un paysan ou même d'un esclave. Oui. À la- Suite à l'avènement du christianisme, ces choses-là vont changer. Mais on peut donner une dernière classification de l'égalité chez Aristote, une qu'on dira au sens large et une autre au sens strict, une autre façon de classifier les choses. Au sens large, on dira tout simplement que c'est ce qui est relatif aux règles morales et sociales. Donc tout ce qui organise, tout ce qui est, tout ce qui, toute cette justice qui va impacter le monde social et ainsi Mhm. imposer une forme morale, une certaine moralité. Au sens strict, au sens strict, on va plutôt se pencher sur le côté commutatif, donc sur l'échange de biens. Oui. Et cela selon le principe dit de proportionnalité. Proportionnalité. C'est-à-dire que euh, la justice, elle tend à faire en sorte que, là encore une fois, il y ait une forme d'égalité entre les échanges. Et quand on dit proportionnalité, c'est-à-dire que si on prend le cas, par exemple, si on prend le cas euh, du salaire aujourd'hui en entreprise, le salaire, il va être proportionnel au travail que tu vas fournir. Donc, ça veut dire que tu vas fournir une quantité de travail et en échange, tu vas recevoir un salaire. Oui. Et ce salaire, il va prendre aussi en compte tes diplômes, tes expériences et tout ça. C'est pour ça qu'on parle de proportion, j'ai du mal à le prononcer, proportionnalité dans les échanges. Ok. Donc, le but ici de cette justice distributive et commutive aussi, commutative, pardon, c'est pour lutter contre les inégalités. Aristote, et je finirai donc mon grand as sur la citation d'Aristote, dans l'Éthique à Nicoma, qui nous dit, peu importe que ce soit un homme distingué qui est dépouillé un homme de rien,
ou réciproquement, peu importe que l'adultère ait été commis par l'un ou l'autre de ces hommes, la loi n'envisage que la nature de la faute, sans égard pour les personnes qu'elle met sur un pied d'égalité. Que ce soit quelqu'un de riche ou quelqu'un de pauvre, la justice s'en moque royalement. Ce qui l'intéresse, c'est la nature de la faute. C'est la faute en question. C'est tout. Mhm. Mais suite à cette réflexion sur la justice, euh, notamment la justice sur les biens, sur les échanges de biens, dite commutative chez Aristote, euh, il y aura différents auteurs qui vont, euh, notamment à l'époque moderne, c'est-à-dire à la Renaissance à peu près, peu de temps après la Renaissance, qui vont revenir sur cette notion et qui vont l'approfondir. Et donc, mon grand B, c'est constat sur les inégalités relatives à la justice dite commutative. Donc, constat sur les inégalités relatives à la justice dite commutative. Ok. Donc, cette justice commutative, c'est relatif au processus, au processus d'échange de biens. Hobbes, Thomas Hobbes, donc un auteur du XVIIe siècle, contemporain de Descartes, auteur anglais, il y va dire dans un ouvrage bon, peu connu chez Hobbes, Hobbes il est surtout connu pour le Léviathan, mais dans un autre ouvrage du nom du citoyen tout simplement, il va dire, il va parler de ces échanges, il dira tout simplement cette phrase euh, intéressante, que chacun soit considéré comme égal par nature à chacun. Donc là, on revient à nouveau sur cette justice qui tend à ne prendre en compte que la nature de la faute, parce que chacun, comme le dit Hobbes, doit être considéré du point de vue de la justice et du coup du point de vue des institutions, c'est pas que la justice, hein, mais c'est aussi les institutions, comme égal par nature à chacun. Oui. C'est-à-dire que on va par exemple attribuer un poste clé dans l'institution ou un poste, je sais pas, dans l'éducation, en prenant en compte aussi ce sentiment d'égalité, de justice. C'est-à-dire qu'on va attribuer un poste à quelqu'un parce qu'il est compétent pour faire ce poste-là et pas parce que on est copain avec cette personne-là. Normalement, c'est comme ça que c'est censé être fait. Les choses doivent se faire. Mais ici, Hobbes, il va insister sur le fait que la justice, cette justice, elle doit considérer chacun comme égal, mais elle ne doit pas pour autant exclure les différences qu'il y a dans notre monde et qu'il y a aussi au sein de chaque personne. Mhm. Parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. Il y a des différences. On doit prendre en compte ces différences. Mais ces différences, elles ne doivent pas favoriser telle ou telle personne. Mhm. Ça va être, par exemple, les dons, si on y croit, les talents différents, par exemple, des atouts physiques, intellectuels ou moraux particuliers, tout simplement. Mhm. Mais le but, c'est de ne pas faire en sorte, de ne pas prendre ces différences comme des prétextes pour justifier des inégalités politiques ou sociales. C'est ça le but chez Hobbes. Mhm. On peut alors dégager deux types alors, de valeurs justes qui pourraient être considérées comme légitimes euh, au sein de cette notion de justice. Une première, ce serait de dire que tout simplement, chaque citoyen est membre de l'humanité. Chaque citoyen est un humain.
et ce, malgré la diversité naturelle des personnes. Donc, malgré le fait qu'on soit tous différents, on est tous des êtres humains. On appartient tous à cette communauté humaine. Ça veut donc dire, et c'est ça l'essence même des droits de l'homme et des citoyens dont on avait parlé la dernière fois, c'est que dans les droits de l'homme, notamment français, il est inscrit que la liberté fait partie intégrante de l'individu. Ça veut donc dire que chaque individu a une responsabilité face à ses actes et à ses choix. Ça veut dire qu'il est autonome et qu'il est libre de ses choix et d'avoir aussi tel mode de vie. On n'a pas Mhm. à imposer un mode de vie à telle ou telle personne. Mhm. Et ici, on revient un peu dans le même sens, c'est-à-dire que chacun est en mesure de faire des choix au travers de sa raison et du coup de sa liberté. Et qui ne doivent être pas déterminés euh, euh, par une quelconque origine sociale ou naturelle. C'est-à-dire que nos choix justes et libres, ils doivent être faits en toute autonomie, sans pour autant qu'on nous impose euh, un diktat social ou sans prendre en compte des différences naturelles. Mhm. Et c'est la même chose pour la justice. La justice, elle doit prendre en compte aussi que chaque personne a une raison, que chaque personne fait partie de l'humanité en tant que telle. On doit prendre chaque personne comme égale, malgré son origine sociale, enfin, euh, si on met, sans pour autant prendre en compte son origine sociale et ses différences naturelles. Mhm. Voilà le lien qu'on pourrait faire ici avec la liberté. Ok. Euh, donc, une deuxième valeur qu'on pourrait euh, établir ici, ce serait relative à une forme de paix sociale. Et ici, il faut revenir sur la notion d'égalité proportionnelle. Proportionnelle, c'est ça. C'est-à-dire que, admettons que on est deux personnes qui postulent pour un poste, mais les deux personnes n'ont pas le même CV. Il y en a un qui a plus d'expérience que l'autre, il a plus de diplômes que l'autre. Euh, il serait donc en toute logique de faire en sorte que ce soit la personne qui a le plus d'expérience et le plus de diplômes qui soit engagée. Donc, il y a cette égalité proportionnelle qui est mise en avant ici. Tout simplement, on va attribuer tel mérite à telle ou telle personne en fonction, en fonction de ce que la personne a fourni, en fonction des compétences de la personne, et non pas en fonction de ses atouts naturels ou de son origine sociale. Parce que là, ce serait une discrimination, tout simplement. Enfin, après, les atouts naturels, sauf si on veut devenir top modèle. Bon, là, c'est différent, il y a encore pas. Oui. Mais hormis des cas bien particuliers, on ne prend en compte que l'expérience et le savoir de la personne. C'est pour ça qu'on parle d'égalité proportionnelle. Mhm. Et donc, il suffit tout simplement de prendre le cas, encore une fois, de ce que j'avais dit tout à l'heure, des salaires. Oui. Et aujourd'hui, dans notre monde capitaliste, c'est la loi du marché qui organise, au travers de l'offre et de la demande, qui organise l'attribution des salaires. Alors, bien entendu, il y a un minima. Le minima, c'est le SMIC. On peut pas être en dessous du SMIC Oui. en France. Mais ensuite, c'est dans l'offre et la demande qu'on va euh, attribuer tel ou tel salaire. C'est-à-dire que une personne qui a tant d'expérience dans une société, à un moment donné, le patron peut euh, lui proposer une augmentation de salaire. Il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait. Mais s'il ne le fait pas, il risque de perdre un bon élément au sein de son entreprise. Donc parfois, il a tout intérêt à le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, on parle d'échange aussi ici au niveau du salaire. Ça, c'est important.
C'est important aussi parfois, quand on réfléchit dans ces notions en philosophie, de sortir parfois de la philosophie, d'aller dans d'autres domaines de société pour voir un peu plus concrètement comment appliquer la notion en question Ok, et comment elle se traduit par l'expérience. Euh, alors, un autre auteur, un historien cette fois-ci, euh, je vais là, ici, je vais, donc, du nom de Pufendorf, je vais le noter ici sur. Voilà. C'est pas du tout un auteur philosophique, un historien de l'époque moderne. Et ici, il faut converger. Faudrait, si on veut converger ces deux points, ces deux valeurs en une seule, euh, on dira tout simplement, comme ce qu'avait dit Pufendorf dans un ouvrage intitulé Le droit de la nature et des gens, il dira, par le droit naturel, chacun doit estimer et traiter les autres comme lui étant naturellement égaux, c'est-à-dire comme étant aussi bien homme que lui. Donc ça renvoie un peu à la citation de Hobbes, sauf qu'ici, il va rajouter un élément supplémentaire qui est cet aspect aussi du fait que nous faisons tous partie de l'humanité. Donc l'autre en face de moi, il n'est pas à moins que rien, il n'est pas mon esclave, il n'est pas mon serviteur, il est mon égal dans cet échange de biens. Là, ok, il est aussi un humain. Alors Pufendorf, il me semble que c'est le XVIIe siècle. Attendez, attends. Voilà, ils sont contemporains. En fait, moi, il me semble qu'ils sont contemporains. Ouais. J'ai des doutes. Deuxième, non, 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 non. Non, Hobbes et Descartes, c'est le 16e. Si je dis pas de bêtises. Non, non, je dis des bêtises. Non, c'est 17e siècle. Descartes, Hobbes et Pufendorf, c'est 17e siècle, donc ils sont contemporains. Voilà pour ce point-là, en ce qui concerne la justice dite sur les échanges. Maintenant, on a bien mis en avant que dans tout type de justice, et notamment dans la justice dite euh, sur les échanges de biens, il y a cette notion d'égalité qui transparaît à chaque instant. Euh, mais c'est réellement, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec l'avènement du christianisme que ça va prendre toute une autre tournure et une importance toute particulière. Et là, le titre donc là, ça sera mon grand C. Et le titre de cette partie, c'est De la justice chrétienne à la justice moderne. ok, Et comme à chaque fois, enfin, dans beaucoup de cas en philosophie, il faut refaire de l'histoire. La philosophie prend appui sur l'histoire. Parce qu'entre parenthèses, c'est en comprenant les erreurs du passé, voilà, ça c'est une formule classique, c'est en comprenant les erreurs du passé que on peut aussi avancer dans l'histoire, pour éviter de refaire les erreurs du passé. Mais aussi en comprenant les améliorations du passé, ça nous permet aussi d'approfondir aussi ces découvertes, ces connaissances. Donc je ferme la ok, parenthèse. Alors, après la chute de l'Empire romain, c'est la chrétienté qui, par ailleurs, va conserver une partie des institutions romaines. Les institutions romaines ne vont pas s'effondrer. L'Empire romain s'effondre, mais pas les institutions, euh, pas la culture, pas euh, cette transmission de savoir qui a été véhiculée, issu du monde romain, il sera véhiculé par la chrétienté. Aujourd'hui, si aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, il est organisé de manière, on va dire, euh, si aujourd'hui on est inspiré, profondément inspiré par, influencé, inspiré par le monde romain, par le monde gréco-romain,
C'est parce que la chrétienté a su euh, conserver, a su garantir cette culture et cette transmission de savoir après la chute de l'Empire romain. Et ça, c'est extrêmement important parce que elle va, dans la continuité de la justice gréco-romaine, la chrétienté va l'approfondir et va aussi lui donner, au bout d'un certain temps, une certaine rationalité, et notamment vis-à-vis de l'Église. Avec l'avènement du christianisme, l'homme est, devient un être créé par un seul Dieu. Non pas, euh, il n'est pas la création de plusieurs dieux, mais d'un seul Dieu, et il est façonné à l'image du divin. Et ce qui façonne cette image euh, de l'homme, c'est la liberté. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois avec Descartes. Et Ok. le christianisme va donc attribuer une importance toute particulière à l'homme, à l'humain. Par conséquent, étant donné que il est créé par un être supérieur, Dieu, il sera de facto mis sur le même pied d'égalité que tout le monde. Même les empereurs, désormais l'empereur, le roi, tel, euh, tel noble, tel roturier, sera désormais considéré aussi comme une créature de Dieu, comme issu de la création du divin. Alors, ils ont des rôles différents. Il y en a un, il est prédestiné à être roi, l'autre, il est prédestiné à être un paysan, mais devant Dieu, ils sont tous égaux. Ok. Et ça va être ici un changement tout de même d'idéologie. Alors en philosophie, on parle de paradigme, d'idéologie, donc de pensée profonde, assez importante, même s'il va y avoir une certaine continuité entre l'Empire romain et les institutions chrétiennes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une suite dans la culture et dans la transmission du savoir. Il n'empêche qu'il y a quand même une certaine transformation dans l'idéologie, dans le paradigme, parce que désormais, on est tous égaux devant Dieu, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, il y a eu des moments où l'empereur était limite divinisé. On avait, euh, des, euh, on avait des temples à la gloire de l'empereur. Notamment, on avait des temples à la gloire d'Auguste, le premier empereur. Ok. Donc, euh, alors, est-ce que l'empereur a été divinisé? Ça, bon, c'est quelque chose qui est sujet à débat, mais il n'empêche qu'il y avait cette volonté de diviniser l'empereur. Donc on n'était pas du tout dans un sentiment d'égalité, même si le stoïcisme a essayé d'instaurer une forme d'égalité. Et ça, on y viendra après. Ok. Et ici, on a, sur ce thème-là de l'égalité dans le christianisme, on a un auteur considérable pour la pensée française du siècle dernier, qui est Bergson, très certainement l'un des plus grands penseurs philosophes du siècle dernier. Dans un ouvrage qui s'intitule Les deux sources de la morale et de la religion, il nous dira à ce sujet, donc une situation un peu longue, mais très intéressante. Avant le christianisme, il y eut le stoïcisme. Des philosophes proclamèrent que tous les hommes sont frères et que le sage est citoyen du monde. Mais ces formules étaient celles d'un idéal, conçu peut-être comme irréalisable. Nous ne voyons pas qu'aucun des grands stoïciens, même celui qui fut empereur, là, entre parenthèses, il parle de Marc Aurèle, Oui. ait jugé possible d'abaisser la barrière entre l'homme libre et l'esclave, entre le citoyen romain et le barbare. Il fallut attendre jusqu'au christianisme pour que l'idée de fraternité universelle, laquelle implique l'égalité des droits et l'inviolabilité de la personne, devint agissante. En d'autres termes,
Même le stoïcisme n'a pas réussi à imposer une forme d'égalité euh, qu'a imposé le christianisme après. Le Ok. stoïcisme a essayé, mais ça ne restait encore que au stade, euh, on va dire, théorique. Mais la pratique euh, euh, était difficile parce que tout simplement, il n'avait pas un poids, n'avait pas le poids qu'avait le christianisme après la chute de l'Empire romain. Oui. Même Marc Aurèle, qui était un stoïcien, euh, il dit que pour cet empereur romain, il n'est pas jugé possible d'abaisser la barrière entre l'homme libre et esclave. C'est tout simplement que malgré le fait qu'il soit empereur, était certainement l'un des empereurs les plus sages qu'ait connu le monde romain, même lui ne pouvait pas faire ce genre de choses. Parce que c'était quelque chose qui était euh, dans la coutume de l'époque, c'était quelque chose qui faisait partie du quotidien. Et qu'il a fallu attendre une catastrophe comme l'effondrement de l'Empire romain pour revoir certaines formes de, pour revoir la morale en fait de l'époque, Ok. pour revoir certaines conduites. Et le christianisme a estimé que désormais il fallait tout de même euh, progresser, on pourrait dire, même si le terme est peut-être un peu mal choisi, mais progresser un peu dans l'égalité. Et du coup, désormais, essayer de considérer quand même chacun comme égal, euh, au moins devant Dieu. Même si dans les faits, c'est très compliqué. Mais avant de passer au grand 3, un dernier point, tout simplement, il faut faire la différence entre une égalité qu'on dit de fait, et une égalité des deux droits. Ok. On distingue, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, une, on distingue des aptitudes physiques différentes entre les personnes et des aptitudes intellectuelles entre les personnes. Et c'est donc pour éviter que ces différences naturelles et sociales ne deviennent des inégalités qu'on a institué le droit. Pour que, et ça pour que chacun euh, puisse jouir de son droit, des droits que lui offre la cité ou le pays, euh, comme bon lui semble. Oui. Et ici, l'égalité de fait elle fait tout simplement référence à, aux différences naturelles ou sociales, hein, qui ne relèvent pas du droit. Ok. Ça va être par exemple le fait que je sois grand, le fait que je sois petit. Ça va peut-être être avantageux dans certaines situations d'être grand et d'autres situations bah, d'être petit, ça va être moins avantageux. Ok. Alors, après cette justice euh, chrétienne, on arrive à l'époque moderne et surtout à l'époque, après l'époque moderne, l'époque contemporaine, et notamment avec un auteur du nom de Proudhon, un auteur contemporain de Marx du milieu du 19e siècle, philosophe français, philosophe et économiste français. Et il va proposer une définition complémentaire à cette définition de la justice chrétienne. Ok. Et pour lui, il va centrer cela sur la dignité, ce qu'il appelle enfin, sur la dignité humaine. Et ici, cet élément de dignité, il est là pour caractériser le fait que dans un échange, on va considérer l'autre comme un humain égal à soi, mais aussi comme quelqu'un digne
d'un échange, tout simplement. Ok. On va, euh, alors parce qu'on peut très bien considérer l'autre comme un humain, mais on peut le mépriser totalement. On va respecter le fait que voilà, il faut faire un échange entre les deux parties, mais il y a aussi cette notion de dignité qui doit être présente dans les échanges. Et donc, ce, indépendamment, encore une fois, des qualités de chacun. Mhm. Et ça, et pour ça, bah, il faut faire appel, encore une fois, à la raison de l'homme. On est Ouais. encore, euh, c'est un siècle où on est encore très imprégné par cette, euh, cette philosophie, on va dire, de la raison, notamment du siècle dernier, notamment avec le siècle qui a précédé Marx et Proudhon, qui est le siècle des Lumières. Et le siècle des Lumières, c'est un siècle donc, où on va réfléchir beaucoup sur la liberté, mais la liberté en rapport avec la raison. Et la raison, c'est quelque chose qui va être très fortement mis en avant. Et ici, Proudhon, il revient justement sur cette notion de raison. Et la raison, elle doit pousser l'individu justement à considérer l'autre comme digne d'un échange et digne aussi euh, d'échange avec soi. Il a aussi une Oui. dignité en tant qu'humain. Et il dira dans son ouvrage De la justice dans la Révolution et dans l'Église, la justice est le respect spontanément éprouvé et réciproquement garanti de la dignité humaine, en quelques personnes et dans quelques circonstances qu'elle se trouve compromise et à quelques risques que nous expose sa défense. Ok. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il faut toujours considérer l'autre personne comme étant digne, au fond, d'écoute et d'échange, tout simplement. Ok. Et la justice, elle doit prendre en compte cette dignité humaine. Alors, mais ce sentiment d'égalité dans la justice, il doit respecter une certaine morale. Et Oui. cette morale, c'est ce qui, au fond, institue au premier abord la justice. La justice, comme on l'avait dit au tout début du cours, elle est basée sur une certaine morale. Alors, certains diront qu'il n'y a que des morales particulières, d'autres diront qu'il y a une morale universelle et une morale particulière. Particulière, c'est relative à, à une coutume, à un pays. Mais en tout cas, la justice est basée sur une morale. Et donc, Ok. mon grand 3, c'est la justice morale, virgule, fondement à la justice légale. Donc, la justice morale, virgule, fondement à la justice légale. Et mon grand A, de la volonté de guider la justice citoyenne par la justice morale. De la volonté de guider la justice citoyenne par la justice morale. Alors, la justice morale, comme je viens de le dire dans cette petite introduction du grand 3, dans son sens strict, pas dans son sens général, dans son sens strict, c'est-à-dire dans son sens particulier, relative à une coutume, à un pays, elle ne peut pas s'ériger en un universel. Il y Ok. a, si il y a une justice universelle, comme l'avait caractérisé Kant, par exemple le fait de ne pas voler, bah, chaque pays, chaque coutume va adopter cette justice du vol de façon particulière. On ne va pas interpréter le vol de la même façon. C'est ça que je veux dire.
Et ces façons particulières, elles sont propres à un pays, elles sont propres à une coutume, et du coup, elles ne peuvent pas être universalisables. Ok. Pascal, donc un auteur de la fin du XVIIe siècle, euh, qui est devenu connu peu de temps après la mort de Descartes, Oui. euh, il dira, enfin, pour lui, c'est par la tradition, comme je l'ai dit, la coutume, que, euh, que l'histoire, que l'histoire et l'évolution d'un pays, ou l'évolution politique et sociale d'un pays, euh, est amené au fond à créer sa propre morale, ses propres valeurs morales. Donc, cette justice morale particulière d'un pays ou d'une coutume, elle va s'élaborer, elle va se créer suite à l'histoire et à l'évolution politique et, euh, et sociale du pays. Donc, c'est au fil du temps, voilà, au fil du temps, des événements, euh, tout- tous les progrès qu'il y a eu dans tous les domaines, qu'on va développer telle ou telle morale ou qu'on va approfondir telle et telle morale. Mais elle sera particulière. Alors, bien entendu, il y aura, pour ceux qui adoptent ce point de vue, il y a une morale universelle, mais dans ce sens strict, elle doit prendre en compte, enfin, on prend en compte l'évolution, l'évolution et l'histoire de la société ou du pays. Ok. Et par conséquent, la justice, elle va devoir s'appuyer sur cette coutume et sur cette tradition. Ok. Interpréter, adapter le droit au monde dans lequel se trouve. En France, on a certains droits, certaines façons d'adopter le droit qui n'est pas le même qu'aux États-Unis. Parce que cette justice française, elle prend en compte l'évolution du pays, l'histoire du pays, la coutume du pays, et ce droit, il prend en compte aussi les particularités traditionnelles du pays et l'histoire du pays. Oui. On ne va pas juger une personne de la même façon en fonction de son histoire, de ses coutumes, de la même manière que dans un autre pays. Mhm. Je voudrais donner un exemple. Bah, tout simplement, le port d'armes, par exemple, c'est quand même assez. Voilà, une différence quand même fondamentale entre le droit français et le droit américain. Mhm. Et encore, le droit américain, c'est peut-être un mauvais exemple parce que il y a le droit du pays, il y a le droit des États, ce qui n'est pas la même chose Oui. parce que chaque Oui. État a un peu son propre droit. Mais en tout cas, si on prend par exemple la différence entre la France et l'Italie, l'Italie est moins euh, est plus libre. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut porter une arme, mais il y a moins de restrictions en Italie pour porter une arme qu'en France, par Oui. exemple. Voilà. Voilà un exemple un peu plus, un peu plus parlant. Ok. Euh, donc tout ça pour te dire que la justice doit prendre en compte euh, la coutume et la tradition du pays. Et selon Aristote, euh, le juge a donc une responsabilité face à ce travail d'interprétation. Parce qu'au fond, le juge, il Oui. interprète la tradition et il l'intègre dans ses sentences. Et Oui. ce qui fait que le juge, pour Aristote, a une responsabilité face à ce droit
qui doit faire appel à un certain sens de la vertu et notamment un certain sens de l'équité, donc de l'égalité. C'est-à-dire que le juge, pour Aristote, il doit faire sienne ce sentiment, enfin cette vertu d'égalité. Ça doit faire partie de son travail. Il doit être un homme vertueux, enfin, il doit intégrer la vertu de l'égalité dans son, dans son comportement et dans son attitude quand il juge des affaires. Et si une société désire, et si une société désire instaurer une justice euh, la plus équitable qui soit, alors elle doit tout simplement prendre en compte ce critère fondamental de la notion d'équité chez le juge. Le juge doit être quelqu'un qui doit adopter cette vertu. Ok. Et ce, surtout pour instaurer une forme de stabilité, ce au nom de la stabilité du pays. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi au nom de la stabilité? Tout simplement pour satisfaire le plus grand nombre d'individus au sein du pays, au sein de la société. Parce que euh, c'est euh, satisfaire tout le monde, c'est tout simplement impossible. Quand on a plus d'un milliard de personnes en Chine, comment on veut satisfaire tout le monde? Ça devient c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que le but de la justice, c'est de faire en sorte que elle puisse satisfaire, elle puisse satisfaire le plus grand nombre possible. Alors, satisfaire Ok. tout le monde, ça, ce n'est que dans une utopie que ça existe. On voit bien qu'on n'est pas dans une utopie. Et ça, tout simplement, c'est pour éviter toute forme de désordre et de révolte, hein, en toute logique. Et suite à cette réflexion sur la stabilité euh, dans le pays, instaurée par la justice, on a Platon qui, lui, parlera de justice harmonieuse. Justice harmonieuse. Ça, ce sera mon grand B. Donc, le grand B, Platon et la justice harmonieuse, virgule, l'exemple de l'anneau de Gigès. Je vais le noter. L'anneau de Gigès, avec un grand J ici. Voilà. Alors, pour Platon, la justice, c'est d'abord quelque chose qui est synonyme d'ordre. L'égalité, ça viendra après avec Aristote. Mais la justice, pour Platon, elle incarne d'abord l'ordre. Donc, on va dire que c'est un peu plus général que Aristote. Aristote est déjà un peu plus précis dans, dans, ce, Mhm. dans la notion de justice. Pour Platon, c'est tout simplement l'ordre. C'est maintenir un ordre. Ouais. Après, qu'elle représente l'égalité, pourquoi pas, mais de manière générale, c'est l'ordre. Et c'est pour ça que il dira dans La République, un ouvrage de Platon, elle est régie par ce qu'il appelle, là, tu peux mettre entre guillemets, un ordre harmonieux. Et Pour Platon, la justice doit incarner cet ordre harmonieux. Alors, c'est quoi l'ordre harmonieux pour Platon? Alors là, il y aura beaucoup de critiques sur ce passage de Platon, euh, parce que pour lui, chaque classe sociale doit exécuter sa fonction propre. C'est-à-dire que chaque classe sociale ne doit pas, enfin aujourd'hui on parle de classe sociale, mais peut-être que ce mot est un peu anachronique, mais chaque
Oui, chaque classe sociale, on va remplir ce terme-là. Chaque classe sociale doit faire ce qui lui est, demandé de faire en fonction de sa place dans la société. Par exemple, alors il y aura, par exemple, en haut de la société, il y a pour Aristote, pour Platon, pardon, euh, les philosophes qui viennent gouverner la cité. Les philosophes sont ceux qui gouvernent la cité. Ce ne sont pas les politiques, ce sont les philosophes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils possèdent la sagesse. Et il ne serait pas correct pour Platon, ce serait un désordre pour Platon qu'un philosophe qui est censé gouverner la cité parce qu'il possède la sagesse, qu'il aille par exemple, s'occuper des marchandises, des échanges, des échanges entre une entreprise et une autre entreprise. Voilà. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est parce que il a une certaine sagesse, parce qu'il sait philosopher, il doit s'occuper d'organiser la cité et gérer la cité. C'est ça, pour Ok. Platon. C'est-à-dire que chaque catégorie dans la société doit euh, exercer sa fonction propre. Il ne doit pas s'éparpiller, parce que sinon, on aboutit un, un désordre, tout simplement. Oui. Et c'est cette harmonie pour Platon qui reflète cette idée de justice. Et si on revient un peu sur les cours de base, enfin, c'est les notions de base de chez Platon, peut-être que tu as déjà entendu parler de ce monde des idées chez Platon, ce monde des idées. En fait, chez Platon, ce monde des idées, ce n'est pas un monde à proprement parler, c'est plutôt, ce sont ces idées, ce sont des essences qui font partie de chaque personne, de chaque individu. Par exemple, si on prend le cas de justice ou le cas de la justice ou le cas de la beauté ou le cas de la liberté, par exemple, c'est quelque chose, ces idées, elles doivent être en nous pour pouvoir, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir agir en fonction de ces idées-là. Si je donne un cas concret, l'idée de beau, par exemple, si je trouve telle ou telle chose belle, telle ou telle chose belle, telle ou telle chose particulière belle, c'est parce qu'en moi, j'ai cette essence, cette faculté d'éprouver telle ou telle chose belle. Parce que le beau, cette essence du beau fait partie de moi. Et c'est parce que cette essence du beau fait partie de moi que je peux juger de telle ou telle chose particulière belle. D'accord? Ok. Et c'est pareil pour la justice. Si j'ai ce sentiment de justice dans telle ou telle situation particulière, si j'estime que euh, à tel moment, tel acte euh, tel acte répréhensible a été commis et que là j'éprouve un sentiment de justice vis-à-vis de cette situation, c'est parce que justement j'ai en moi cette faculté, Kant lui parlera de faculté, cette idée de justice. Ok. Et si cette idée elle fait partie de notre essence, si c'est quelque chose qui fait partie de nous, alors pour Platon c'est la même chose en ce qui concerne la justice dans la cité. La justice dans la cité. Cette justice que nous éprouvons que nous mettons en place dans la cité, c'est parce qu'au fond, elle prend son origine dans l'idée de justice chez chaque personne.
Ok, Personne n'a cette idée de justice que ensuite, quand nous vivons ensemble, en communauté, nous élaborons une justice commune. Et le sage, étant donné que c'est celui qui a un ordre intérieur, il maintient cet ordre intérieur parce que lui, il a compris ce que c'est que la justice, il a compris cette essence de la justice, et par conséquent, de cet ordre intérieur, ou cet ordre intérieur qui discipline son esprit, ben, il fait la même chose vis-à-vis de la cité, vis-à-vis du ok, extérieur. C'est parce que le sage, lui, il a compris ce que c'est que la justice, qu'il sait réellement comment mettre en pratique la justice dans la cité. Parce qu'il a déjà cette justice intérieure. Parce il s'est instruit, il s'est remis en question, et que du coup, il sait réellement ce que c'est que la justice. Et Platon, il dira dans la République, l'homme juste ne permet pas qu'aucune partie de lui-même fasse rien qui lui semble étranger, ni que les trois principes de son âme entière âme empiètent sur leurs fonctions respectives. Il établit au contraire un ordre véritable dans son intérieur. Il harmonise les trois parties de son âme absolument comme les trois termes de l'échelle musicale. Ici, Platon, donc, il revient donc sur cette justice chez cette justice intérieure chez le sage, c'est parce qu'il a organisé ces trois parties de justice, hein, ces trois parties de l'âme euh, de l'individu, il a organisé ces trois parties de l'âme, qu'il peut ensuite organiser la cité. Alors, c'est quoi ces trois parties de l'âme? Ça, j'y reviendrai après, mais tout simplement, c'est ce qui concerne la rationalité, le fait d'être rationnel, irascible et désirante. Irascible, euh, c'est tout ce qui concerne, c'est ce qui concerne euh, le, pouvoir ses besoins premiers, en fait, manger, dormir, etc. Et donc, c'est parce que le sage, il a organisé, il est intérieurement, il a organisé ces trois parties de l'âme, que ensuite il peut organiser la cité. C'est parce que il sait comment fonctionne la rationalité, l'âme rationnelle. Il sait comment se maîtriser vis-à-vis de ses désirs. Il sait aussi comment pourvoir comme il faut à, à sa nourriture, à bien manger, à bien dormir sans trop ni moins, que euh, il a intégré ainsi une vie stable qu'il peut ensuite donner l'exemple à la cité, donner l'exemple aux autres pour que cette communauté puisse instaurer une forme de justice à l'exemple de la justice intérieure du sage. Est-ce que c'est clair pour toi? oui, Mais ce sera la dernière partie de ce grand B. Ensuite, tu vas grand C et ce sera fini pour notre cours. Pour Platon, ici, Platon n'est pas dupe de la situation de son époque. Il sait très bien qu'il y a une différence entre un idéal de justice, un idéal voilà, euh, qu'on veut instaurer, et la réalité. oui. Il sait très bien que les hommes ont plutôt tendance à voir la justice comme une contrainte que comme quelque chose de bénéfique pour eux et pour tout le monde. Et Mhm. c'est d'ailleurs ce que dira Glaucon. Glaucon, c'est un des contradicteurs de Socrate dans les discours de Platon, dans la République, toujours dans la République. Glaucon, il va donner un exemple qui est celui de l'anneau. L'anneau,
de Gygès. Et cet anneau de Gygès, il rend invisible celui qui le porte. Là, on peut imaginer que Tolkien, donc dans Le Seigneur des Anneaux, il a pris référence ici à cet exemple de la République, entre parenthèses. Euh, donc ici, il rend invisible celui qui le porte, et, et pour Glaucon, tout autant le juste que l'injuste, tous les deux ne vont pas résister à l'envie d'utiliser son pouvoir. Tous les deux. Ils vont tous faillir à un moment donné. L'injuste, lui, on n'a pas à réfléchir dessus, mais ça sera pratiquement automatiquement. Mais pour le juste, euh, à un moment donné ou à un autre, il va, euh, il va se laisser aller à la tentation. Et pour Glaucon, dans la cité, les gens ne sont justes que par contrainte. En fait, c'est parce qu'ils sont contraints d'être justes. Et, euh, et s'ils sont incapables de commettre la justice, c'est pas par choix, mais par contrainte. Ouais. Alors, Platon, au travers des discours de Socrate, il va dire que, alors lui, bien entendu, Socrate ne sera pas du tout d'accord, et Platon non plus. Et pour Platon, il suffit tout simplement de se focaliser sur l'idée, sur l'essence même de la justice. Si on comprend réellement ce que c'est que la justice, pour Platon, alors le juste restera juste. Et même pour Platon, l'injuste pourra même devenir juste, parce qu'il aura réellement compris ce qu'est la justice. Et c'est tout simplement parce qu'au fond, si euh, le juste ou l'injuste succombe au pouvoir de l'anneau de Gygès, c'est tout simplement parce qu'ils se font avoir par cette âme désirante. Tout à l'heure, on avait parlé de l'âme désirante, une des trois âmes chez Platon, c'est tout simplement parce que le sage, lui, il sait comment maîtriser ça. Il a compris ce que sont ces trois types d'âmes et il a intégré dans sa vie qui devient une vie stable désormais. Et en ce sens, il ne succombera pas à ce pouvoir de l'anneau. Il ira même plus loin, c'est que cette idée de justice, cette essence même de justice, c'est quelque chose qui va être sacralisé dans la cité, justement au nom de l'harmonie et de l'ordre. Pour continuer dans cette lancée, euh, et pour comprendre ce qu'est cet ordre harmonieux, il faut tout simplement comprendre que l'âme juste, c'est une âme qui est tempérée et mesurée. Ça, ce sera le titre enfin, c'est ça le point de ma dernière partie. Dans le grand C, l'âme juste est une âme tempérée et mesurée. Donc, l'âme juste est une âme tempérée et mesurée. L'homme, on pourrait dire ici que l'homme, il a tout intérêt à devenir un être vertueux et ne pas se laisser aller à l'injustice. Et pour ça, il doit savoir mesurer ses passions et ses désirs. Par conséquent, Platon, il va établir donc ces trois parties de l'âme, rationnelle, irascible et désirante. Et ces trois parties de l'âme, elles doivent être ordonnées de telle façon à ce qu'elles soient guidées par la raison. C'est cette notion de raison qui est importante chez Platon et qui influencera aussi le siècle des Lumières, notamment Kant. L'âme, euh, Kant, lui, va mettre de côté cette notion d'âme, mais plutôt il parlera de morale, comme on l'avait dit la dernière fois pour la liberté. Ici, l'âme, pour Platon, enfin, l'âme
sens large, mais ensuite au sens strict dans ces trois parties, elles doivent être organisées et guidées par la raison. La raison qui vient guider tout ça. Tout autant l'âme rationnelle, irascible et désirante. L'âme rationnelle, c'est celle qui permet de faire une bonne discrimination entre les choses. De dire, par exemple, ça correspond à ça, et ça correspond à ça. Et de savoir euh, établir, euh, euh, comprendre les choses de manière juste, de manière à ne pas se faire tromper ou illusionner euh, par, euh, par, par nos sens ou par des discours, etc. C'est agir avec, on dirait aujourd'hui, avec un sens critique, avec un esprit critique. Mhm. Et cet esprit critique, il doit aussi nous servir en ce qui concerne nos désirs, mais aussi à nous maîtriser aussi dans nos besoins. Et c'est cette âme juste pour Platon qui caractérise vraiment ce caractère tempéré et mesuré d'une personne. Et je finirai par donner un dernier ouvrage de Platon qui est le Criton. Le Criton, Criton, voilà. Le Criton, c'est l'un des derniers ouvrages de Platon et il évoque la fin de vie, enfin la fin de vie, la condamnation à mort de Socrate. Parce que Socrate, il a été condamné à mort pour impiéter dans la société. Euh, Ici, dans cette situation, Platon, il va euh, analyser la notion de justice au travers de cette fin de vie de Socrate. Et c'est cette fin de vie qui va donner toute sa valeur chez Platon à cette notion de justice. Et c'est là qu'on va voir réellement, c'est là qu'on voit réellement ce qu'incarne le sage et, euh, et comment il a fait sienne cette justice et cet ordre harmonieux des trois parties de l'âme. Et le titre de l'ouvrage fait référence à un des disciples de Socrate qui vient le voir dans sa cellule et qui lui propose de s'enfuir. Parce que Platon, je dis, mais quand même, tu es l'un des plus grands de ce monde grec, et on ne peut pas te laisser ici en prison, c'est pas normal, tu ne peux pas rester ici et mourir. Les gens ont besoin de toi, on s'enfuit. Et il refuse. Socrate refuse. Alors pourquoi? Et là, Socrate, ce sera donc l'un de ses derniers, enfin, voire peut-être le dernier de ses enseignements, tout simplement que il commence par condamner toute forme de volonté euh, de chercher à rester en vie ou même de se venger, pire, même de se venger. Là, on serait même à l'encontre, dans une opposition totale à ce sentiment de justice. Tout simplement parce que pour Socrate, il faut impérativement respecter les lois de la cité, dont l'autorité est absolument souveraine pour Socrate. Quand on dit Socrate, c'est aussi Platon, parce que Platon s'exprime à travers Socrate. Pour Socrate, si on s'adonnait à condamner ne serait-ce qu'une petite partie pendant un bref instant de cette justice, de ce jugement et cette justice liée à nos lois, alors ça veut dire qu'on va remettre
en question de manière fondamentale les assises même de l'État. Et on va aussi, du coup, par conséquent, remettre en question tout ce que l'État a pu fournir de bien pour moi. Alors là, on pourrait commencer à critiquer, oui, et, et la tyrannie, le totalitarisme, etc. Oui, mais j'y reviens après. Mais ce droit et cette justice, il a été instauré enfin, il a été instauré ou du moins accepté par l'ensemble des citoyens. Et ce, normalement, pour le bien de tous. Donc, si, donc je n'ai pas à condamner les lois de la cité qui font en sorte que je sois quand même un minimum libre et un minimum en paix dans le monde dans lequel nous vivons. Et Socrate, il va même un peu plus loin, et c'est là où il sera même reconnaissant envers ces lois de la cité. Il dirait que c'est au travers de ces lois que Socrate a pu naître dans ce monde-là, et il a pu venir au monde dans ce monde-là, qu'il a été, ça c'est l'une des choses fondamentales chez Socrate, qu'il a été éduqué. Si Socrate est devenu un sage, au fond c'est grâce à la cité athénienne, c'est là grâce aux lois, aux justices d'Athènes, et Athènes lui a même laissé le choix d'aller dans une autre cité. Il avait la liberté d'aller vivre dans une autre cité. Et encore aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des pays, bon, je parlais de la Chine notamment, il y a des gens qui ne peuvent, qui sont interdits qui n'ont pas le droit de sortir du territoire. Interdiction de sortir du territoire. Là, Socrate, il nous dit, il avait la liberté d'aller dans un autre pays s'il le voulait. Enfin, dans une autre cité s'il le voulait. D'autant plus que la fuite, pour Socrate, elle ne ferait qu'au fond qu'aggraver sa situation. Tout simplement parce que il serait obligé, il serait d'une part obligé de se justifier auprès des autres citoyens de sa fuite. Au fond, vous dites que vous êtes quelqu'un de sage, enfin, vous vous faites passer pour quelqu'un de sage, de réfléchi, mais au moindre problème, vous vous enfuyez, à la moindre difficulté, vous vous enfuyez. Au fond, elle est où votre sagesse? Non seulement ça, mais en plus, Socrate, c'est quelqu'un qui a un minimum de, c'est quelqu'un qui croit au-delà. Il parle aussi des enfers et que suite à sa mort, admettons qu'il s'enfuit, suite à sa mort, ben, il devra endosser la colère des enfers pour trahison, pour avoir trahi la cité. Et là, l'un des derniers points qu'évoque Socrate, c'est tout simplement que si la sentence paraît injuste, ce n'est pas du fait des lois, mais des hommes qui ont appliqué cette justice. Ce n'est pas la faute des lois, mais la faute des hommes qui sont pris par tout un tas d'émotions, tout un tas de, euh, on pourrait dire de défauts, de colère, de haine, de jalousie, etc., à l'égard de Socrate, pour le nuire et pour le condamner. Ce n'est pas la justice à remettre en question, mais plutôt les hommes qui on doit remettre en question. Et non la cité qui l'a instruit et qui l'a éduqué. Et c'est la même chose en ce qui concerne une dictature, une tyrannie ou, ou un régime totalitaire. Au fond, ce n'est pas le droit qui est institué par tous qui doit être remis en question. Ça, jamais pour Socrate, ni même pour Kant. Kant reviendra là-dessus aussi. Mais les hommes qui détournent la justice pour leur intérêt personnel ou pour l'intérêt de leur classe politique. C'est ces gens-là qu'il faut critiquer, pas le droit. Le droit, c'est quelque chose d'absolument souverain. Voilà pour cette dernière partie. Je conclurai
dans ma conclusion, je parlerai enfin, je, je vais prendre appui sur Kant, simplement pour dire que la justice, au fond, la justice même, la notion même de justice, c'est pas un bien que l'on peut échanger comme ça, comme on va échanger, euh, euh, on va échanger euh, des patates contre du riz. Par exemple, je dis n'importe quoi. Qu'on va échanger comme du troc, quand on fait du troc avec de l'argent ou voilà. Non, pour Kant, la justice est au fond, et là on rejoint ce dernier enseignement de Socrate, est l'expression même de la vie humaine, de sa régularité, de son ordre, de sa vertu, de sa stabilité, etc. La justice incarne tout ça. Et il dira tout simplement, dans la métaphysique des mœurs, un ouvrage tardif de chez Kant, si la justice disparaît, ces choses sans valeur que le fait que les hommes vivent sur la terre. Je répète, si la justice disparaît, ces choses sans valeur que le fait que des hommes vivent. Oh mon Dieu, désolé. Si la justice disparaît, ces choses sans valeur que le fait que des hommes vivent sur la terre. Tout simplement pour dire que ici, vivre sur terre sans cette notion de justice, en étant injuste, ça veut donc dire qu'on tombe dans ce qu'on avait dit par ailleurs, dans l'état de nature, dans une guerre de tous contre tous. Et au fond, à quoi bon vivre si on n'a pas de justice? Il n'y a pas justement de justice, parce que le jugement, enfin, ce sentiment de justice, c'est ce qui fait, au fond, je dirais, pratiquement la vie humaine. C'est ce qui permet à l'homme, euh, au travers de sa raison, de réguler ces trois parties de l'âme, comme le dit Platon, et ensuite d'instaurer une forme de justice dans la cité et d'avoir aussi une forme d'égalité dans les échanges, etc. La justice est fondamentale, au même titre que la liberté. Et c'est quelque chose qui a toujours fait partie euh, des préoccupations humaines. Tout autant dans le monde spirituel, dans la religion, même dans les enseignements religieux, que dans, dans la vie laïque et sociale. Dans les enseignements, dans la religion, la justice, elle nous pousse à l'égalité entre les gens, elle nous pousse aussi peut-être à la générosité. Parce que si on veut que l'autre il soit notre égal, si on veut que l'autre il puisse se nourrir et, euh, et avoir de l'eau propre, hein, parce que ça aujourd'hui le problème de l'eau c'est quelque chose d'important, ben, on va développer une forme de générosité, on va lui donner de l'argent, de la nourriture, etc. Parce on souhaite que la personne, elle ait les mêmes besoins que nous, on a. Nous, on a la chance d'avoir. Donc, c'est pour ça que la justice ici, pour Platon et Kant, c'est fondamental dans la vie, la vie humaine et dans la société. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, ça va. Alors, c'est un peu long parce que c'est des cours de philosophie. Après, en cours avec mes élèves, c'est même un peu plus long parce que là, on aborde des textes, des passages en entier, on prend le temps de discuter sur ces textes-là. Et puis, je pose des questions aussi régulièrement, mais là, on a un temps limité, donc j'essaye de, j'essaye de faire un cours tout en prenant le temps de bien expliquer. C'est pour ça que c'est un peu long, mais Ok. au moins, il y a le cours. Et puis de toute façon, les cours, ils sont enregistrés aussi, on peut y revenir dessus. Oui. Voilà, est-ce que tu as des questions? Il nous reste 10 minutes. On peut peut-être éventuellement aborder une introduction d'une autre notion. Bah, on verra peut-être demain. D'accord. Ou on peut Ok. finir plus tôt si, si, si tu as l'esprit qui commence à chauffer. Oui. Donc, pour demain,
Donc, je te laisse voir avec ta mère pour l'horaire. D'accord. Donc, il nous reste, je sais plus combien de notions il nous reste. Il me semble qu'il nous reste deux. Euh, il nous reste la religion, il me semble, et la technique, c'est pas ça? Oui. La religion et Non, la la technique. technique, c'est fait la religion Ah et la vérité, je crois. oui, la vérité, d'accord. Ok, vérité, oui. D'accord. Ok, bah, donc ce sera soit la religion ou la vérité. Euh, Dans la religion, on va beaucoup parler de Bergson, normal. Et la vérité, il y aura, la vérité, on va, oui, ça se rapproche un peu de la science, donc on va parler de Descartes, peut-être d'autres auteurs un peu plus modernes, on va voir, on verra. Ouais. Bon, bah, écoute, merci et je te souhaite une bonne journée et à demain alors. Merci, bonne journée. À demain. Au revoir. Au revoir.